Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler essentiellement de la barrière de filtration glomérulaire et de la vascularisation sanguine des reins. La barrière de filtration glomérulaire, qu'on appelle aussi la barrière hémato-urinaire, c'est un ensemble de structures comprises entre le sang des capillaires glomérulaires et le liquide qui est contenu dans l'espace capsulaire. Alors la barrière de filtration glomérulaire, elle est constituée par l'association de trois couches de cellules qui sont de l'intérieur vers l'extérieur. On a l'endothélium capillaire fenestré du glomérule, c'est-à-dire comportant des fenêtres des pores. La membrane basale glomérulaire. Et la troisième couche, les podocytes, ce sont des cellules épithéliales spécialisées qui vont former le feuillet viscéral de la capsule glomérulaire. Alors, on a ici une coupe schématique de la barrière de filtration glomérulaire. Alors, vers l'intérieur, on a l'endothélium capillaire fenestré. Alors, regardez les petits pores qui forment des fenêtres. La lame basale, la deuxième couche, et la troisième couche, ce sont les podocytes. Ce sont des cellules de la paroi viscérale de la capsule de Bowman. Regardez le corps cellulaire et leur prolongement, leurs pieds qui forment ce qu'on appelle les pédicelles. Alors toujours ici, on a une microphotographie électronique à transmission de la barrière de filtration. Alors on a ça, c'est la barrière de filtration qui sépare l'espace urinaire de l'espace sanguin et on a le sens de circulation de l'ultrafiltrat du plasma. Le plasma, il traverse la barrière de filtration glomérulaire. Arrivé au niveau de l'espace urinaire, il devient de l'urine primaire. Donc on peut revoir dans cette photographie les trois couches déjà citées de la barrière de filtration glomérulaire, l'endothélium capillaire avec les fenestrations, les fenêtres, les pores, la membrane basale glomérulaire qui est très épaisse et les podocytes, comme je vous ai dit, ce sont des cellules de la paroi viscérale ou bien du feuillet viscéral de la capsule de Bowman. Alors, on va voir, d'accord, une par une, chacune des structures qui forment la paroi de filtration glomérulaire. On a dit la première couche, c'est l'endothélium du glomérule. L'endothélium, c'est une couche simple de cellules endothéliales de faible épaisseur avec des fenestrations des pores qui mesurent de 50 à 100 nanomètres de diamètre. Alors regardez, c'est un endothélium qui est fenestré, c'est-à-dire criblé de petits pores. Alors, comment cet endothélium participe à la filtration? D'accord? Alors, l'endothélium permet le passage de petites molécules comme l'eau, le sodium, l'urée et le glucose, mais il empêche celui des cellules sanguines, c'est-à-dire les érythrocytes, les leucocytes, les thrombocytes et les macromolécules. Alors là, vous avez une microphotographie électronique à balayage des capillaires. Regardez, l'endothélium, il est formé, il est perforé de nombreux pores. Vous voyez les pores qui forment à peu près un tamis. Donc, on a, d'accord, donc des capillaires glomérulaires qui sont fenestrés, c'est-à-dire criblés de petits pores. D'accord? La deuxième couche qui forme la barrière de filtration glomérulaire, c'est la membrane basale. La membrane basale. Alors la membrane basale est particulièrement épaisse, de 240 à 340 nanomètres. Alors elle correspond vraisemblablement à la fusion de deux membranes basales, celle de l'endothélium capillaire et celle du feuillet interne de la capsule de Bowman. Alors, de quoi est formée cette membrane basale? Alors, la membrane basale
est formée de fibrilles à l'intérieur d'une matrice glycoprotéique. Alors les glycoprotéines constituant cette membrane, ils sont chargés négativement et ils vont intervenir dans la filtration glomérulaire en repoussant les molécules chargées négativement, c'est-à-dire les anions. Alors la membrane basale va également bloquer le passage de grosses protéines. La troisième couche qui forme la barrière de filtration glomérulaire, c'est les podocytes. Alors les podocytes, de podo qui veut dire pied, ce sont des cellules épithéliales spécialisées du feuillet viscéral de la capsule glomérulaire. Alors les podocytes, ils ont une morphologie très particulière. Ce sont des cellules aplaties, très étendues et qui reposent sur la membrane basale par l'intermédiaire de pieds que l'on nomme les pédicelles. Donc ils reposent sur la membrane basale par l'intermédiaire de fins prolongements cytoplasmiques sous forme de pieds que l'on nomme les pédicelles de pédiculus, c'est-à-dire petits pieds ou pseudopodes. Donc on a ici le corps cellulaire des podocytes et là on a les prolongements cytoplasmiques, les pédicelles, avec lesquels ils se déposent sur la membrane basale. Alors, regardez ici, les pédicelles ménagent ou bien laissent entre eux des ouvertures, des espaces étroits. C'est ce qu'on appelle les fentes de filtration. Les fentes, alors entre chaque pédicelle, il y a une fente de filtration. Ces fentes mesurent entre 25 et 60 nanomètres. Alors, la particularité de ces fentes, c'est qu'ils sont traversés par une mince membrane qu'on appelle le diaphragme, de 4 nanomètres d'épaisseur. C'est une membrane perforée de petits pores et qui va limiter le passage de petites protéines. Alors là, on a deux photos qui montrent les podocytes. On a le corps cellulaire et les prolongements cellulaires, c'est-à-dire les pédicelles. Alors remarquez donc les podocytes, ils possèdent de longs prolongements cellulaires ramifiés qui vont encercler complètement la surface des capillaires glomérulaires. Alors vous voyez le corps cellulaire des podocytes et les pseudopodes ou bien les pédicelles. Alors regardez ici, on a les pédicelles. Entre eux, on a les fentes de filtration et ces fentes de filtration, ils sont traversés horizontalement par des membranes de filtration. Donc les terminaisons des prolongements, les pédicelles, s'entremêlent pour recouvrir la membrane basale. Comme je vous ai dit, ils sont séparés les uns des autres par des interstices ou bien des ouvertures qu'on appelle les fentes de filtration. Fentes de filtration, la première, la deuxième, la troisième, d'accord? Alors les fentes ou bien les fissures de filtration, ils sont recouvertes d'une mince membrane qui porte le nom de diaphragme de fente, donc diaphragme de fente perforé de pores de 4 x 14 nanomètres. Donc on a les pédicelles avec les fentes de filtration et horizontalement, d'accord, on a les membranes de filtration, le diaphragme de fente perforé de pores de 4 x 14 nanomètres. Donc on a ici une représentation schématique de la barrière de filtration glomérulaire. Donc comme je vous ai dit, on a ici l'espace sanguin, l'espace urinaire, les trois couches, d'accord, l'endothélium qui est fenestré, d'accord, avec des fenêtres, des pores. On a dit que c'est une couche simple de cellules qui laisse passer les petites molécules comme le sodium, le glucose, mais elle empêche le passage des cellules sanguines et des macromolécules. Alors la deuxième couche, c'est la membrane basale. On a dit que la membrane basale, elle est épaisse. Elle correspond à la fusion de deux membranes basales, celle de l'endothélium capillaire fenestré et celle de la membrane ou bien de la paroi viscérale de la capsule de Bowman. On a dit que la membrane basale
est formé de fibrilles à l'intérieur d'une matrice glycoprotéique. Les glycoprotéines constituant cette membrane sont chargées négativement et ils vont participer à la filtration en repoussant les anions et ils bloquent aussi le passage des grosses protéines. La troisième couche, on a dit, elle est formée par les podocytes. On a dit que les podocytes, ce sont des cellules épithéliales spécialisées du feuillet viscéral de la capsule de Bowman. Ils reposent sur la membrane basale par des prolongements podocytaires qu'on appelle les pédicelles. Je vous ai dit que les pédicelles ménagent entre eux des espaces étroits, les fentes de filtration, et ces fentes sont traversées ou bien sont recouvertes par une mince membrane qu'on appelle le diaphragme de fente et qui empêche le passage des petites protéines. Donc, en résumé, le sang qui va pénétrer dans le glomérule par l'artériole afférente va être filtré au travers de la membrane filtrante du corpuscule rénal. Alors, on retrouve dans cette membrane filtrante les trois caractéristiques fondamentales de toute membrane filtrante, soit la minceur, la proximité de ses constituants et le maintien d'une humidité adéquate des couches cellulaires qui la composent. La perméabilité de la membrane filtrante du corpuscule rénal est de 100 à 1000 fois plus grande que celle d'un capillaire ordinaire, ce qui est donc une caractéristique essentielle du mécanisme de la filtration glomérulaire. Alors maintenant, après avoir décrit le corpuscule de Malpighi avec ses différents constituants, soit le glomérule, la capsule de Bowman et la barrière de filtration, on va maintenant décrire la deuxième partie du néphron qui est le tubule rénal. Alors le système tubulaire ou le tubule rénal, c'est le deuxième constituant du néphron. Alors c'est le lieu de modification du filtrat initial par réabsorption et sécrétion, et de ce fait, il est le compositeur de l'urine définitive. D'accord? Alors, le tubule rénal est un canalicule long et étroit qui est constitué de trois segments principaux. Un tubule contourné proximal. C'est un tube flexueux, courbé, qui se détache de la capsule de Bowman. Une anse de Henle qui comporte une branche descendante et une branche ascendante réunies par un coude. Un tube contourné distal, d'accord, dont le segment initial se rapproche du glomérule pour former une structure particulière, l'appareil juxtaglomérulaire. Et on a aussi un tube collecteur auquel vont se lier plusieurs tubules contournés distaux. Donc là, alors pourquoi on dit que le tubule est contourné? Le tubule est contourné car il est sinueux plutôt que droit. Il forme des courbures. Le terme proximal désigne la partie du tubule attachée à la capsule glomérulaire et distal la partie qui en est la plus éloignée. Alors les deux tubules contournés proximaux et distaux se retrouvent dans le cortex du rein, c'est-à-dire dans la partie superficielle du rein, tandis que l'anse de Henle s'étend dans la médula. Elle va effectuer un virage en épingle à cheveux et elle va retourner au cortex. Alors, de courts tubules de raccordement relient les tubules contournés distaux de plusieurs néphrons à un seul tube collecteur. Alors, on a ici le premier raccordement, d'accord, le deuxième raccordement, le troisième, et ainsi de suite. Donc, ces courts tubules de raccordement, c'est là où vont se brancher, d'accord,
les différents tubes contournés distaux des différents néphrons. D'accord? Après, les tubules collecteurs vont se rejoindre jusqu'à ce qu'ils ne constituent que quelques centaines de gros conduits papillaires qui vont se déverser dans les petits calices. D'accord? Alors, les tubules collecteurs et les conduits papillaires vont s'étendre depuis le cortex jusqu'au bassinet. Alors maintenant, on va citer les différents types de néphrons. Il existe deux types de néphrons, les néphrons corticaux et les néphrons juxtamédulaires. Donc, selon la localisation du glomérule dans le cortex et selon la longueur de l'anse de Henle, on distingue deux types de néphrons. Alors, les néphrons corticaux ou néphrons courts ou superficiels. Les néphrons corticaux ou néphrons courts ou superficiels, ce sont des néphrons avec un glomérule situé dans la région externe du cortex et une anse de Henle courte qui ne pénètre que dans la région externe de la médula. Donc superficiel parce que le glomérule il est situé dans la région externe, d'accord, au niveau du cortex, et court parce qu'il possède une anse de Henle courte qui ne pénètre que dans la région externe de la médula. Alors chez l'homme, les néphrons corticaux sont les néphrons les plus abondants. Leur capacité de réabsorption de sodium elle est faible. C'est pourquoi on dit que ce sont des néphrons perdeurs de sel. D'accord? Alors, le deuxième type de néphrons, ce sont les néphrons juxtamédulaires ou néphrons longs ou profonds. Alors, ces néphrons, ils ont leur glomérule dans la région profonde du cortex, à proximité de la médula. Ils possèdent aussi une longue anse de Henle qui s'étend dans la médula et qui va atteindre presque les papilles rénales. Donc on a un glomérule qui est situé dans la région profonde du cortex, tout près de la médula, d'accord? Donc on a un néphron un glomérule qui est situé, d'accord, à proximité de la médula, dans la région profonde du cortex, et on a une anse de Henle qui est longue, qui atteint les papilles rénales, d'accord? Donc là, cet ensemble confère à ces néphrons de fortes capacités de réabsorption de sel. On parle de néphrons rétenseurs de sel. Alors dans le rein humain, ils ne représentent que 15 à 20% des néphrons. Alors maintenant, on va parler d'une autre structure, l'appareil juxtaglomérulaire. Alors, elle se situe où, l'appareil juxtaglomérulaire? Alors, l'appareil juxtaglomérulaire va se situer au pôle vasculaire du corpuscule rénal, au pôle vasculaire, à la zone de contact du segment initial du tubule contourné distal avec l'artériole afférente du glomérule du même néphron. Donc vous voyez, le segment initial du tubule contourné distal se rapproche de l'artériole afférente et la zone de contact entre le tubule contourné distal et l'artériole afférente, c'est ce qui va former l'appareil juxtaglomérulaire. Alors, de quoi est formé l'appareil juxtaglomérulaire? L'appareil juxtaglomérulaire comporte trois éléments. Alors, vous voyez ici l'artériole afférente, l'artériole efférente, là, le corpuscule de Malpighi avec le glomérule et la capsule de Bowman. Et regardez la zone de contact de l'artériole afférente avec le tubule contourné distal, ce qui est représenté ici par ce cercle rouge, c'est ce qui représente l'appareil juxtaglomérulaire. Donc on a dit que l'appareil juxtaglomérulaire comporte trois éléments. Alors les cellules juxtaglomérulaires
Ce sont des cellules myo-épithéliales granulaires qui sont situées dans l'artériole afférente. Donc à l'intérieur, ils comprennent des granules. Alors ces cellules, ils stockent et libèrent une enzyme qui est la rénine. La rénine, c'est une composante du système rénine-angiotensine et qui intervient dans la formation de l'angiotensine 2. D'accord? Alors, le deuxième type de cellules qui constituent l'appareil juxtaglomérulaire, ce sont les cellules de la macula densa. Alors, ce sont des cellules épithéliales et particulières. Elles sont grandes et entassées. Ce sont des cellules du tubule contourné distal. Alors, ces cellules, ils sont sensibles à la concentration en NaCl du contenu luminal du tube distal. D'accord? Elles se comportent comme des récepteurs iono-osmotiques qui transmettent par leur pôle basal des signaux paracrines dirigés vers les cellules juxtaglomérulaires. D'accord? Alors, je vais m'expliquer. Alors, ces cellules, ils vont lire, d'accord, la concentration en Na+, du contenu luminal de ce tube. Si, par exemple, la concentration en Na+, est faible, les ions Na+, doivent être réabsorbés. Donc, de ce fait, ces cellules, ils vont envoyer une information aux cellules juxtaglomérulaires. Ils vont les informer du fait que la concentration en Na+, dans le tubule contourné distal est faible. Donc, là, les cellules juxtaglomérulaires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont libérer la rénine. La rénine va favoriser la formation de l'angiotensine 2. L'angiotensine 2 va favoriser la sécrétion de l'aldostérone et d'où la réabsorption des ions Na+. D'accord? Par contre, si la concentration en Na+, est élevée dans le tubule contourné distal, dans ce cas, les cellules juxtaglomérulaires ne vont pas libérer la rénine, il n'y aura pas synthèse et sécrétion d'angiotensine 2 et il n'y aura pas libération d'aldostérone. De ce fait, les ions Na+, ne vont pas être réabsorbés, ils vont être éliminés au niveau de l'urine. D'accord? Alors, le troisième type de cellules, ce sont les cellules mésangiales extraglomérulaires qui remplissent l'angle formé par l'artériole afférente et par l'artériole efférente. Alors, les cellules mésangiales extraglomérulaires jouent un rôle dans la régulation de la microcirculation et de la filtration glomérulaire. Alors, en se contractant, ces cellules vont influencer la filtration glomérulaire en réglant le flux sanguin dans les capillaires sanguins. Donc voilà. Alors maintenant, on va passer à la vascularisation sanguine des reins. Alors d'accord, vous avez ici une coupe longitudinale du rein, comme on a vu au niveau de la première vidéo, le cortex, la médula, le bassinet, d'accord. Donc on a dit que sur la face concave des reins se trouve une échancrure, c'est-à-dire une ouverture, l'urine, par où va pénétrer l'artère rénale et les vaisseaux lymphatiques, et par où va quitter la veine rénale, de même que l'urtère qui transporte l'urine des reins vers la vessie. Alors, chaque rein possède une entrée de sang artériel par laquelle le sang arrive de l'aorte en provenance directe du cœur. C'est l'artère rénale. L'artère rénale, alors immédiatement après son entrée dans le rein, l'artère rénale va se ramifier en artère segmentaire. L'artère rénale va se ramifier en artère segmentaire. À leur tour, les artères segmentaires vont se ramifier en artères interlobaires. Ce sont les artères
qui circulent entre les colonnes rénales. Alors, les artères interlobaires, à leur tour, ils vont se ramifier en artères arquées qui recouvrent la base des pyramides. Et les artères arquées vont se ramifier en artères interlobulaires. Alors, les artères interlobulaires vont donner les artérioles afférentes. Alors, lorsque l'artériole afférente pénètre dans le glomérules, elle va se ramifier pour donner les capillaires glomérulaires qui forment le glomérule. Alors, les capillaires glomérulaires vont fusionner pour former les artérioles efférentes qui sortent du glomérule. On a dit que le sang pénètre dans le glomérule par l'artériole afférente et on ressort par l'artériole efférente. Après, d'accord, l'artériole efférente va se ramifier pour donner soit les capillaires péritubulaires, soit ce qu'on appelle les vasa recta. Donc, un deuxième réseau artériel fait suite à l'artériole efférente avec deux schémas possibles. Alors, si on est au niveau des néphrons corticaux, l'artériole efférente se divise en un système capillaire appelé capillaire péritubulaire qui entoure et vascularise les tubules contournés proximales et distales. Alors maintenant, dans les néphrons juxtamédulaires, l'artériole efférente donne aussi naissance aux capillaires péritubulaires. Mais de plus, elles fournissent une vascularisation supplémentaire sous la forme d'une série de longs vaisseaux à parois minces qu'on appelle les vasa recta et qui vont circuler verticalement dans la médulaire en suivant un trajet parallèle à celui de l'anse de Henle. Donc ce sont des vaisseaux en forme de boucle qui descendent et remontent à toute proximité des anses de Henle. Donc ici on a un schéma qui va bien montrer les vasa recta. Donc on a dit que dans les néphrons juxtaglomérulaires, d'accord, les artérioles efférentes vont fournir une vascularisation supplémentaire sous la forme d'une série de longs vaisseaux. Alors vous voyez les vaisseaux là qui suivent l'anse de Henle, ils circulent verticalement dans la médulaire en suivant un trajet parallèle à celui des anses de Henle. Donc vaisseaux en forme de boucle qui descendent et qui remontent à toute proximité de l'anse de Henle. Donc on a ici, d'accord, un schéma qui montre bien la disposition de la vasa recta. Alors les capillaires péritubulaires et les vasa recta constituent le siège d'échange entre le sang et l'urine tubulaire par des mécanismes de réabsorption et de sécrétion. Alors on va continuer toujours au niveau de la vascularisation sanguine des reins, le retour veineux. Alors les capillaires péritubulaires vont fusionner pour donner les veines interlobulaires. Les veines interlobulaires vont fusionner pour donner les veines arquées qui recouvrent la base des pyramides. Les veines arquées vont fusionner pour donner les veines interlobaires qui circulent entre les colonnes rénales. Les veines interlobaires vont à leur tour fusionner pour donner les veines segmentaires. Les veines segmentaires fusionnent pour donner la veine crénale qui ramène alors le sang qui a été filtré par le rein vers la veine cave inférieure et donc vers le cœur. Alors on a ici un récapitulatif de la vascularisation sanguine des reins.
D'accord? On a dit donc le sang arrive au niveau du rein par l'artère rénale. Chaque artère rénale se divise en artères segmentaires. Les artères segmentaires se divisent en artères interlobaires qui circulent entre les colonnes rénales. Les artères interlobaires se ramifient, d'accord, en artères arquées qui recouvrent la base des pyramides, d'accord. Les artères arquées, d'accord, après se ramifient pour donner les artères interlobulaires, d'accord. Les artères interlobulaires vont donner l'artériole afférente. L'artériole afférente va se ramifier pour donner les capillaires. L'artériole afférente va se ramifier, d'accord, pour donner les capillaires glomérulaires. Les capillaires glomérulaires vont fusionner pour donner l'artériole efférente. Et l'artériole efférente, d'accord, va se ramifier pour donner soit les capillaires péritubulaires, soit les vasa recta. Après, les capillaires péritubulaires fusionnent pour donner les veines interlobulaires. Les veines interlobulaires fusionnent pour donner les veines arquées. Les veines arquées fusionnent pour donner les veines interlobaires. Les veines interlobaires fusionnent pour donner les veines segmentaires, et les veines segmentaires fusionnent pour donner, d'accord, la veine rénale qui ramène le sang qui a été filtré vers le sang. D'accord? Donc on a les artères rénales, l'artère rénale qui se ramifie pour donner les artères segmentaires, les artères segmentaires se ramifient pour donner les artères interlobaires. Les artères interlobaires vont donner les artères arquées. Les artères arquées vont donner les artères interlobulaires. Les artères interlobulaires vont se ramifier en artérioles afférentes. Les artérioles afférentes vont se ramifier en capillaires glomérulaires qui forment le glomérule. Les capillaires glomérulaires vont fusionner pour donner les artérioles efférentes. Les artérioles efférentes vont se ramifier pour donner soit les capillaires péritubulaires au niveau des néphrons corticaux, soit les vasa recta au niveau des néphrons juxtamédulaires. D'accord? Les capillaires péritubulaires fusionnent pour donner les veines interlobulaires qui circulent entre les colonnes rénales. Les veines interlobulaires fusionnent pour donner les veines arquées qui recouvrent la base des pyramides. Les veines arquées fusionnent pour donner les veines interlobaires qui circulent entre, d'accord, les colonnes rénales, et les veines interlobaires vont donner les veines segmentaires. Les veines segmentaires vont fusionner pour donner la veine rénale, et la veine rénale, d'accord, va ramener le sang qui a été filtré par le rein vers la veine cave inférieure. D'accord? Alors, quelle est la particularité du réseau sanguin que l'on retrouve dans le néphron? Alors, ici, on a dit que le sang arrive au niveau du rein par l'artère rénale. À l'entrée du glomérule, on a l'artériole afférente qui va se diviser en capillaires glomérulaires qui forment le glomérule. Les capillaires glomérulaires vont fusionner pour donner l'artériole efférente. L'artériole efférente va donner les capillaires péritubulaires qui entourent les différentes parties du tubule rénal, et les capillaires péritubulaires après vont fusionner pour donner la veine, d'accord, qui ramène le sang qui a été filtré vers la veine rénale. D'accord? Donc, normalement, les artérioles qui irriguent un organe donnent naissance à un réseau plus ou moins complexe de capillaires où les échanges entre le compartiment intravasculaire et le compartiment interstitiel sont possibles. Alors, au-delà du site d'échange, les capillaires se réunissent pour former des vénules, puis des veines qui vont retourner au cœur. D'accord? Alors, au niveau de la vascularisation du glomérule, on note une différence anatomique majeure, à savoir que le glomérule comprend une entrée artérielle qui se ramifie en capillaires glomérulaires. Ces capillaires vont se regrouper une nouvelle fois
pour former une seconde artériole qui sort du glomérule. Donc ici, le sang ne ressort pas par une veinule, mais par une artériole, ce qui constitue une particularité du réseau sanguin que l'on retrouve dans le néphron. D'accord? Alors, il est important de noter que les néphrons possèdent deux circuits de capillaires. L'un dans le glomérule, les capillaires glomérulaires, et l'autre autour des tubules rénaux, les capillaires péritubulaires. Donc là, d'accord, le sang, il pénètre dans un glomérule par une artériole afférente et ressort. Donc le sang, il pénètre dans un glomérule par une artériole afférente et ressort par une artériole efférente. Donc, chaque corpuscule rénal reçoit une artériole afférente qui se divise pour former un réseau enchevêtré de capillaires qu'on appelle le glomérule. Les capillaires glomérulaires fusionnent ensuite pour former une seconde artériole afférente par laquelle le sang quitte le glomérule. Alors, chaque artériole efférente d'un néphron se divise pour former un réseau de capillaires qu'on appelle les capillaires péritubulaires autour des tubules contournés proximaux et distaux. Alors, vous voyez l'artériole efférente qui se divise en capillaires péritubulaires ou bien en vasa recta qui vont circuler autour des tubules contournés proximaux et distaux. Alors, les capillaires péritubulaires récoltent le sang en provenance de l'artériole efférente. Alors, lors du passage du sang dans ces capillaires, il y aura réabsorption et sécrétion de mécanismes qui permettent la production de l'urine définitive. Alors, on a aussi là une photo qui montre les glomérules et leur microcirculation rénale. Alors, vous voyez ici bien le glomérule, une artériole afférente, là une artériole efférente qui se divise en capillaires péritubulaires, là encore une artériole afférente, une artériole efférente et là une artère interlobulaire. Là, c'est une artériographie du système artériel rénal. D'accord? On a là les deux artères segmentaires, la première et la deuxième. Chaque artère segmentaire se divise en artères interlobaires qui circulent entre les colonnes rénales. Les artères interlobaires vont se diviser en artères arquées ou bien arciformes qui vont recouvrir la base des pyramides. Et les artères arquées vont se diviser en artères interlobulaires. D'accord? Alors, concernant le drainage lymphatique et l'innervation du rein, alors le drainage lymphatique du rein se fait principalement par des vaisseaux lymphatiques qui vont circuler parallèlement aux vaisseaux sanguins corticaux. Alors, l'innervation du rein, elle est constituée essentiellement de fibres sympathiques issues des ganglions de la chaîne prévertébrale rénale et de quelques fibres parasympathiques en provenance des nerfs vagues. Alors, en général, les nerfs, ils suivent le trajet des vaisseaux sanguins. Alors, les nerfs étant vasomoteurs, ils vont contrôler la circulation sanguine dans les reins en réglant le diamètre des artérioles. Alors toutefois, le rôle fonctionnel du drainage lymphatique ou de l'innervation rénale est probablement assez négligeable puisque la destruction et ou l'interruption de ces structures au cours des transplantations rénales ne va produire aucun effet péjoratif, c'est-à-dire aucun effet défavorable.